Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Avant de commencer, j'aimerais remercier les membres du comité de l'association, ou des amis du musée plutôt, Nouveau Musée Bienne, de m'avoir sollicité pour parler en quelque sorte, pour me présenter peut-être un petit peu mieux. Pour parler de moi, c'est toujours un exercice assez difficile auquel je ne suis pas forcément habitué. Quand on m'a demandé, j'ai hésité, parce que j'ai dit, bon, mais allez, parler de soi, c'est pas forcément évident. Il y a eu tellement d'articles déjà dans les journaux de toutes sortes, et c'est vrai peut-être que, bon, j'ai marqué d'une certaine manière, d'ailleurs le titre, Empreinte biennoise, puisqu'il fallait trouver un titre pour ce soir, eh bien, c'est peut-être les traces que j'ai laissées à Bienne, mais aussi ce que Bienne m'a apporté, une ville qui m'a marqué, et même si je n'habite plus à Bienne présentement, il n'empêche que cette ville compte beaucoup pour moi et que j'y suis toujours très attaché et que je suis toujours tout ce qui s'y passe, même si les temps sont difficiles actuellement au niveau des finances de la ville. Voilà. En ce qui me concerne, alors, je suis né le 20 août 1945, je ne fais pas de coquetterie, je vous dis quand même mon année de naissance. C'est là que j'ai poussé mes premiers cris à la maternité de Mendrisio, au Tessin. Contrairement à ce qu'on pourrait laisser supposer, je suis bien né en Suisse, raison pour laquelle je précise toujours mon origine. Vous comprendrez après pourquoi, parce que c'est clair, quand on a un nom à consonance italienne, qu'on a un nom, quand on dit d'où on vient, qu'on dit Mendrisio, ben, tout le monde ne sait pas. Vous savez, parce que pour beaucoup de personnes, il faut dire que le Tessin s'arrête à Lugano. Ça, j'ai pu le remarquer, je vous dirai plus tard après pourquoi. Je suis issu d'une famille très modeste, de 4 enfants, nous étions à la maison, qui, juste après la guerre, faisait de son mieux pour survivre. Au Tessin, pas de travail. Et lorsque j'avais 3 ans et demi, notre famille a quitté le Tessin pour aller aux Franches-Montagnes, au Noirmont, plus précisément. La raison était simple. Mon oncle et mon grand-père avaient commencé à faire des petits travaux de maçonnerie et l'idée a été de créer une entreprise, raison pour laquelle ils ont fait appel à mon père pour aller les aider dans cette entreprise. C'est ainsi que j'ai découvert la neige, parce que quand je suis arrivé là, ça commençait, mais aussi une autre langue, ça faisait bizarre, on se retrouvait dans un monde incroyable, et surtout une autre mentalité. C'est clair, ça n'était plus le Sud. Mes premiers contacts avec la neige, je me rappelle. Donc je vous ai dit, à la maison, il n'y avait pas d'argent, on faisait au mieux pour pouvoir subsister. Et il y avait de la neige, déjà des tas de neige. Mon premier souci a été de trouver quelque chose pour aller jouer dehors. Et quand je suis arrivé à l'extérieur, il y avait déjà 2 autres petits gars qui jouaient là dehors, avec une belle pelle. Pour moi, je me suis dit, bon, j'aimerais aussi pouvoir jouer comme eux, mais non, impossible, ils ne voulaient pas me prêter la pelle. Alors j'ai été chercher et trouver une ramassoire qu'on utilisait aussi pour le coq. Et je suis sorti. Ils n'ont pas tellement apprécié le fait que je vienne essayer de jouer avec eux. Je ne pouvais pas parler la même langue, on communiquait, mais ça passait pas bien, même avec les gestes. Dans le Sud, on a l'habitude de gesticuler, mais même là, ça ne suffisait pas. Alors, tout d'un coup, il y en a un qui a commencé à tourner sa pelle comme ça, et mon premier contact, ça a été une pelle qui m'a touché ici. J'en ai encore la cicatrice. Mais je me suis intégré assez vite. À cet âge-là, une nouvelle langue, on l'apprend assez vite. Ensuite, j'ai suivi la filière scolaire normale, soit école primaire et secondaire. Il faut dire que pour le secondaire, j'ai eu du mal parce que, non pas à cause de l'examen, mais c'était surtout à cause de mes parents qui ne voulaient pas que je fasse cet examen.
J'étais le dernier, forcément, de la famille. Les 3 autres n'ont pas eu le choix, ça a été assez vite, ils étaient plus grands. Ça a été, une fois que vous avez fini l'école, vous allez travailler, vous devez gagner votre vie. C'était comme ça. Alors, en cachette, j'ai quand même été faire cet examen, que j'ai réussi. La raison maintenant de la précision, je vous ai dit tout à l'heure de l'origine. Je peux vous dire que l'école, ça a été pour moi un véritable calvaire, au moins les premières années. J'étais ce qu'on appelait le juif de l'école, si je peux me permettre cette image. Parce que là, les sarcasmes des autres, ça faisait bien de dire, tu sais comment ils font les trains? Tching, piaf, tching, piaf. Et ça y allait comme ça continuellement. Ou c'était les spaghettis quand ils tombent dans l'eau, tu sais comment ils font? Piaf. Bon. Ça a été ça. Mais, il faut dire aussi que je n'étais pas très grand. J'étais petit. J'ai d'ailleurs été, pendant les 9 ans d'école, j'ai toujours été le plus petit de la classe. Mais, j'étais pas... il faut dire que j'étais assez turbulent. J'étais un enfant qui n'était pas forcément facile à gérer. Mes parents me le disaient des fois, mais enfin, ça a été plus difficile encore à l'école. Surtout avec tout ce que je subissais autour. Par contre, ça m'a donné une force, parce que quand on est comme ça, je crois que ça donne un élan supplémentaire pour dire, voyez, je ne suis pas comme vous vous foutez de moi, mais je veux vous montrer que moi j'arrive, puis j'arriverai aussi bien que vous. Et ça m'a aidé tout au cours de ma vie. Finalement, cette volonté d'aller plus loin, toujours plus loin. Après, fini l'école, il s'agissait de choisir une profession. Bien que, à l'école, les profs, le directeur de l'école soit venu trouver mes parents pour dire, écoutez, ce serait bien s'il allait à l'école normale pour l'enseignement, etc. Alors là, je peux vous dire qu'il n'a pas fait long, hein. Mes parents l'ont tout de suite renvoyé, non pas à ses études, malheureusement, c'était comme ça n'entrait pas en ligne de compte. Alors le choix, il était assez limité. Déjà, pour arriver à faire un apprentissage au moins. Alors d'abord, c'était horloger éventuellement, parce qu'il y avait l'horlogerie, il y en avait là-haut, normalement. Après, c'était éventuellement mécanicien sur auto, parce que mon beau-frère avait un garage. Puis en fin de compte, ça a été chez mon oncle, dans l'entreprise de construction qui s'était créée avec les années. Et c'est là que j'ai fait mon apprentissage d'employé de commerce. Je suis resté après encore une année dans l'entreprise, jusqu'à mes 20 ans. C'était l'appel des drapeaux, où je suis parti à Colombier en qualité de mitrailleur en 65. Cette année-là, d'ailleurs, 65 a marqué le début de ma carrière professionnelle au sens propre, puisque désireux aussi de ne pas me contenter du français et de l'italien, on avait appris l'allemand à l'école, mais ce qu'on apprend à l'école, j'ai voulu quand même développer ce côté-là, sachant que pour une carrière professionnelle, les langues étaient importantes. C'est comme ça que je suis parti, le petit Tessinois émigré aux Franches-Montagnes, qui s'en allait à la capitale, à Berne, à la Banque cantonale, où j'ai passé 3 ans là-bas, où j'étais au visa, à la caisse, etc. Après ça, en 68, j'ai repris le poste de secrétaire caissier communal dans la commune de Péry. Là aussi, vous verrez, c'est assez bizarre dans ma carrière, mais une fois que j'avais fait le tour des choses, pour moi, il fallait que je voie autre chose, il fallait que je découvre autre chose. Donc, c'était plus ou moins 3 ans. À chaque fois, ça jouait plus ou moins comme ça. En 71, j'ai intégré la maison Henri Hauser à Bienne, et j'ai déménagé à Bienne à cette époque-là aussi, où là aussi, j'ai fait 3 ans. Avant de passer chez Contelec SA à Bienne, comme chef de bureau, où là, j'ai fait 4 ans et demi. C'était la première fois que je faisais si long. Une période aussi, quand même, qui a marqué, celle-là, c'est que
les premières traces, les sapeurs-pompiers, ça a été quelque chose pour moi de très important. J'ai commencé aussi à la compagnie de piquet. À l'époque, c'était pas rien, c'était à côté du travail. Quand il y avait quelque chose, on était obligé d'intervenir, même si on était au travail. Ce que j'ai fait, j'ai eu un plaisir monstre à aider dans cette fonction-là aussi. En 78, le hasard des circonstances, la maison Broadbeck s'occupait de tout ce qui était informatique à l'époque avec la maison Contelec. Il y avait un lien. Et de fil en aiguille, j'avais des contacts aussi avec la maison Broadbeck. Et c'est là qu'on m'a sollicité pour aller travailler à l'état-major de direction de la maison Biena Interflore SA à Sonsbeau, qui finalement partait, le début c'était quand même à la maison Broadbeck que ça a démarré. Et là, j'ai fait 11 ans. Un record dans ma carrière, vous avez pu voir, un véritable record. Ces 11 ans, si quelqu'un avait dit que j'allais quitter cette maison-là, il n'y a personne qui m'aurait cru. Même moi, j'y croyais pas que j'allais la quitter. Et pourtant, c'est arrivé. Et rupture de confiance, et tout d'un coup, je me suis retrouvé à chercher quelque chose. J'ai dit que comme ça, je ne pouvais plus continuer, que j'allais m'en aller. Et effectivement, j'ai cherché un job. Je me rappelle, j'étais en train de préparer une exposition à Berne, quand je regardais les journaux, puis que j'ai vu qu'à Bienne, ils cherchaient un chef de chancellerie. Bon, chef de chancellerie, M. Volman l'a dit tout à l'heure, chancellerie, etc., c'est quoi? Alors pour moi, c'était la même chose, c'est quoi? Alors je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer, bien que, je dois dire, sans grande conviction, de par le fait que j'avais déjà 44 ans quand même. Ensuite, je n'étais pas à Bienne à ce moment-là. J'avais dû quitter Bienne d'ailleurs pour le plus jeune de mes fils qui, lui, ne supportait plus, il avait toujours des problèmes avec les poumons. Le médecin m'a dit que je devais monter un petit peu, que je devais quitter la ville, ce serait mieux. Et c'est pour ça que, quand j'ai pris le travail à Sonsbeau, j'avais aussi déménagé à ce moment-là. Et finalement, après quelques entretiens, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un, pour ce travail à la chancellerie, eh bien, j'ai eu la chance d'être engagé. On m'a fait confiance. Et là, j'ai pris la succession de M. Vital Fonesch, qui était, lui, touché par la maladie et qui avait dû réduire ses activités. Quand j'ai été engagé, c'était M. Van Venkop qui était là, M. Stéphane Muller qui était là, et à l'époque encore, c'était le maire, M. Hermann Fer, qui aura été mon premier maire. Voilà. Alors, la chancellerie, c'est quoi? Pour ceux qui, éventuellement, ne le savent pas, en fait, c'est une plaque tournante, c'est la plaque tournante de toute l'administration. C'est là qu'arrivent tous les dossiers qui doivent être soumis au conseil municipal. C'est là que l'on étudie tous les dossiers avant d'aller au municipal. Ils sont analysés sur le plan juridique avant tout. Comme en tant qu'à la chancellerie, on ne fait pas de politique. En principe, on ne doit pas faire de politique. Alors, ça n'est pas à nous de juger s'il est politiquement viable ou pas. Ensuite, dès que les dossiers sont traités au conseil municipal, soit il y a ceux qui vont pour le conseil de ville, soit les dossiers qui retournent dans les directions après, mais il y a tout le travail qui suit, la correspondance du conseil municipal, suivre pour que les décisions soient bien respectées à tous les niveaux, et rappeler de temps en temps aux directions qu'il y a un dossier qui n'est encore pas revenu, puisqu'on a le contrôle de gestion de toutes les affaires se fait à la chancellerie.
En 1990, M. Hermann Fehr avait été élu au Conseil d'État, donc au Conseil exécutif. Et cette même année, ça a été mes premières élections cantonales. Ensuite, on a vécu l'élection de M. Hans Stöckli en qualité de maire. Peu de temps après, ça a été le départ de Stéphane Müller, qui à l'époque officiait comme secrétaire de direction et vice-chancelier en même temps, qui est parti comme chancelier à la commune de Könitz. En 1991, ça a été le départ de M. Van Wenkop, chancelier, en qualité d'auditeur en chef à l'armée. Là a commencé un petit peu, j'ai cru que la chancellerie, ce serait peut-être du travail, c'est sûr, mais je ne m'imaginais pas que ça deviendrait peut-être aussi complexe pour moi. Et à partir de ce moment-là, effectivement, c'est devenu complexe parce qu'entre-temps, on n'avait personne. Il y avait eu un secrétaire de direction et vice-chancelier qui avait été engagé, mais comme ça ne fonctionnait pas trop bien, qui ne suivait pas trop ses dossiers, on m'a déjà sollicité à ce moment-là de faire toutes les séances du conseil municipal à sa place. Là, on a fait, ça a été aussi un début un changement radical. On travaillait encore avec les petites cartes et puis le carnet de laiterie, pour noter les affaires quand elles arrivaient, tous les dossiers. Et là, on a commencé, j'ai pris le risque d'introduire un contrôle de gestion informatique sans doublon. Ça voulait dire qu'il n'y avait pas de parachute s'il arrivait quelque chose. On a eu beaucoup de chance, ça a fonctionné, ça fonctionne encore aujourd'hui, parce que ça a aussi toujours évolué. Ensuite, après le départ de M. Van Wenkop, c'est clair que le poste de chancelier restait libre. Et là, je peux vous dire qu'on a tout fait pour faire revenir Stéphane Müller pour reprendre ce poste de chancelier. On a mobilisé toutes les forces possibles, les amis possibles pour qu'ils reviennent. Parce qu'à Könitz, il était bien, puis il n'avait pas forcément envie de revenir à Bienne, mais on a quand même réussi à le décider. Et c'était aussi en 1991, l'année de mes premières élections fédérales. Retour de Stéphane Müller. Lui, quand il est arrivé, il m'a dit, écoute, comme avec l'autre ça ne va pas, je vais te proposer pour le poste de vice-chancelier. Alors là, si des fois on censure pour certaines choses, mais si pour une chose j'étais pas sûr, c'était bien pour celle-là. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, ça veut jamais aller, moi je suis pas... Puis là, il m'a dit, textuellement, il m'a dit, écoute, pendant qu'il n'y avait personne, c'est quand même toi qui as fait toutes les séances, je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas. Il m'a fait confiance. Et la même année, ça a été mes premières élections communales. Là aussi, je ne vous dis pas, le stress, l'adrénaline avant, parce qu'on a peur qu'il arrive quelque chose, c'était pas toujours évident. Au total, en fait, j'ai fait 15 élections, environ 80 votations. Parmi toutes ces élections et votations, en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il ne m'est jamais arrivé quelque chose de grave. On n'a en tout cas jamais vu la première page des journaux à cause d'un couac, où on citait la ville de Bienne, qui était peut-être les derniers à fournir des résultats ou comme ça. Ça n'a jamais été le cas et j'ai eu beaucoup de chance. À ce sujet-là, il y a une anecdote qui me vient à l'esprit. Le seul couac que j'ai eu pendant toutes ces votations, vous ne croirez pas, c'est le hasard peut-être, mais enfin, on est là ce soir, musée Neuhaus. Je me rappelle encore à l'époque, les délais étaient très serrés. Et puis, il s'agissait de la rénovation du musée Neuhaus. Et je reçois un téléphone pour me dire, est-ce qu'on pourrait joindre au matériel de votation un petit descriptif technique? J'ai dit, si c'est descriptif technique, pas de souci. En fait, de descriptif technique, moi je ne l'ai pas vu, parce qu'on m'a dit, mais à cause du délai très serré, on va l'envoyer directement là où on emballe le matériel. Je dis, pas de souci, c'est bon. Mais quand j'ai reçu ce papier, que j'ai vu
mais c'était déjà parti. Alors là, c'était tout sauf un descriptif, c'était un véritable plaidoyer pour ce projet. Alors là, il a fallu, avec Stéphane Muller, je vous dis tout de suite, qu'est-ce qu'on a fait? Ça a été tout de suite le fait de refaire des nouvelles cartes, refaire tout ça, et renvoyer un nouvel envoi. Mais enfin, tout s'est passé quand même sans anicroche. En 96, élection communale. Là, j'ai eu le choc de ma vie à ces élections, non pas par rapport à l'organisation, non pas par rapport aux résultats, puisque nous, les résultats, c'est clair, moi j'étais toujours le premier à les avoir, c'est assez confortable comme situation. Mais quand on sait qu'il y a les élus qui attendent, ou les pas élus qui attendent, c'est toujours assez dramatique. Et en 96, j'ai pris conscience que le système qui était mis en place depuis des années ne pouvait plus continuer comme ça. Je me rappelle, à cette votation-là, un membre à l'époque du conseil municipal qui n'avait pas été réélu, qui arrive dans le local, on avait déjà commencé, on avait déjà donné les résultats, et il est arrivé et il venait contre moi pour... et en même temps, il y a un journaliste qui lui tend un micro, puis qui lui demandait ce qu'il pensait de sa non-réélection. Je vous dis que moi j'étais mal pour lui, parce qu'il ne méritait pas ça. C'est toujours un moment difficile. Et là, on a changé de concept et on a introduit après le fait que les membres des conseils, du conseil municipal, il y avait les candidats, il y avait les membres en place qui étaient répartis dans 2 locaux différents et c'était les premiers à entendre les résultats. D'une part, pour leur permettre de se préparer aussi, pour les journalistes justement, parce que les sollicitations dans ces moments-là sont énormes. Jusqu'en 2000-2001, je peux dire qu'à la chancellerie, j'ai eu une collaboration extraordinaire avec un chancelier extraordinaire, qui était Stéphane Muller. Des années où on n'avait pas besoin de se parler, où le courant passait tout seul. On se trouvait le matin au rendez-vous à 6 heures du matin. En général, on prenait notre café au petit tea room rendez-vous qui était en face de la chancellerie. C'était les heures où on était bien, là où il n'y avait personne qui venait. Et c'était un petit moment privilégié pour nous. On avait fait notre journée. La journée, on ne se voyait pas pratiquement jamais. Parce que chacun était à sa place, chacun va à ses occupations. Et là, je dois dire que c'était assez fantastique. Et pour moi, les plus belles années que j'ai passées, c'était celle-là. D'ailleurs, quand il est parti à Berne, je lui ai dit que moi, je devenais orphelin. Et ça a été ma première période d'intérim, où j'ai dû fonctionner comme chancelier à l'intérim pendant pratiquement 9 mois, où j'étais seul, où j'assumais tout seul. Et on avait encore à l'époque la préparation exposition nationale. Je n'ai pas besoin de vous dire que c'était un événement quand même extraordinaire pour la ville. Il y a des choses extraordinaires qui ont été faites dans ce cadre-là, dont on en profite encore aujourd'hui. Et je me rappelle aussi l'organisation de la Journée des villes suisses dans ce contexte d'Expo 02, essayer de retrouver tous nos gens qui étaient là parce que notre maire de l'époque voulait absolument qu'on aille avec ces gens à l'expo. C'était incroyable. Alors, il fallait jongler à tous les niveaux, à ce niveau-là. Mais ça a bien fonctionné. 2002, ça a aussi été pour moi quelque chose d'extraordinaire. Ça a été mon premier voyage en Bulgarie. Avec un représentant du canton, on m'avait demandé si je pouvais aller là-bas pour parler des droits démocratiques au niveau des villes, donc tout ce qui était votation, élection, etc., dans différentes villes là-bas. Je ne vous dis pas, je ne vais pas vous raconter tout ce qu'on a vécu parce que c'était incroyable. Quand on est revenu, en tout cas, c'est des leçons d'humilité qu'on prend. C'est là qu'on mesure la chance qu'on a
avec la démocratie qu'on a, qui malheureusement n'est pas assez utilisée, mais c'est comme ça. Mais je vous dis qu'en décembre, en Bulgarie, dans ces petites montagnes, des petites villes, où on avait encore dû participer à un cortège, où on avait le pop devant, enfin il y en avait même 2 de pop, et c'était une manifestation du souvenir. Alors, on a eu froid, mais vraiment ce que j'appelle froid. L'hôtel avait été chauffé uniquement pour nous. C'était un immense hôtel encore, ces anciens, comme c'était fait à l'époque communiste, donc c'était assez impressionnant. Alors, il n'y avait pas d'eau chaude dans les chambres, enfin bref, on a quand même survécu. En 2003, on a commencé la collaboration avec une ville aussi en Bulgarie, la ville de Sevlievo, où on a reçu aussi des différentes délégations qui sont venues de là-bas. En 2004, on a eu un changement de chancelier. Là aussi, j'ai dû assurer l'intérim jusqu'à l'arrivée d'un nouveau chancelier. Je vous dirais que c'est une période, je ne veux pas dire que je l'ai occultée, mais j'ai essayé de l'oublier, parce que dans ces périodes-là, j'ai eu... ça a été ce qu'on appelle une mauvaise période pour moi. Je ne peux pas dire que c'est là que j'ai eu le plus de satisfaction. Des soucis, des problèmes, bref. Mais ça a changé. Après, c'est allé. Je ne veux pas dire que ça allait beaucoup mieux, mais c'est allé. Il y a eu quand même passablement de choses. Donc, en 2008, c'était l'année où je devais prendre ma retraite. Prévu août 2008. Et là, j'ai un souvenir lumineux. Le conseil municipal, il y avait la journée des villes suisses qui se déroulait à Lugano, la fin de la Suisse, donc c'est bien clair, à la frontière. Et on m'avait dit, bon, écoute, puisque tu quittes, eh bien, tu organises la sortie du conseil municipal, il y a la journée des villes suisses à Lugano, donc on peut se retrouver, ceux qui vont là-bas, on peut se retrouver, etc. Donc j'ai organisé une sortie pour le conseil municipal dans ma région de cœur, quand même, dans mon Tessin natal, et on est allé effectivement là où je suis né, je leur ai montré là mon origine, etc. Et je dois dire que j'ai un souvenir lumineux parce que ça a été 2 jours extraordinaires. On a d'ailleurs visité le musée Vela à Ligornetto. Et j'ai cru que ce serait fini, puisqu'en 2008, on a engagé mon remplaçant, le vice-chancelier, qui lui, malheureusement, a fait qu'1 mois. Là, je dirais que je prends sa défense quand même, parce que ce qui s'est passé, c'est jamais sorti, parce que bon, on ne dit pas tout dans certaines circonstances, mais quand on fait, là, il y a prescription, je pense que ce n'est pas quelque chose de particulier, puis que je peux quand même le dire. Quand on fait un entretien d'appréciation à quelqu'un après 3 semaines et quelques, que ce quelqu'un, il est concentré sur uniquement les élections, parce que c'est là-dessus qu'on devait travailler, il y avait les élections communales, reprendre le flambeau comme ça, puis arriver et puis faire ça, c'est pas évident. Ce pauvre diable, eh bien, il a malheureusement rien entendu de positif dans cet entretien. C'était ça va pas, ça va pas, il n'y a rien qui va, etc. Il est sorti de ce bureau, il est venu chez moi, il pleurait. Le lendemain matin, il arrivait avec sa lettre d'Edith pour quitter la ville. C'est pour ça que je prends sa défense, parce qu'il y a des choses qu'on n'a jamais dites, mais là, il fallait le dire. Et c'est là qu'on m'a demandé de prolonger mon mandat jusqu'en décembre. Ça a été certainement la prolongation la plus difficile que j'ai vécue. Dans ma tête, j'avais déjà tout remis en arrière, j'avais laissé, j'avais lâché prise, comme on dit, et j'avais déjà remis les responsabilités pour les élections, etc.
Et je partais en vacances quand on m'a demandé ça encore de prolonger. Donc, retour de vacances, je ne vais pas vous dire que ça a été simple, ça a été difficile de me remettre pour me concentrer puis me dire non, tu dois encore faire ça. Je l'ai fait, ça a bien fonctionné, heureusement, tout le monde était content. En novembre, on me demande de prolonger jusqu'en mars 2009. Forcément, la nouvelle vice-chancelière, avec son délai d'édite et tout, ne pouvait pas être disponible avant le 1er avril 2009. Bon, je suis reparti jusqu'en mars 2009. Je pensais repartir jusqu'en mars 2009. En décembre, le chancelier annonce son départ. Turbulence dans l'administration, surtout chez le maire, et avant Noël encore, il voulait absolument obtenir de ma part la garantie que j'allais prolonger encore mon mandat au-delà de fin mars. Conscience professionnelle. Début janvier, on a repris les discussions et j'ai convenu d'aller jusqu'à fin octobre. D'abord, lui me disait jusqu'à fin septembre. Je disais, moi je ne comprends pas là, fin septembre. Non. J'ai dit, tu vois, quand j'ai demandé pour prolonger et pas arrêter, pour prolonger ma retraite jusqu'en 2009, on m'a dit non. Il faut croire que j'avais quand même pas trop mauvais caractère pour accepter les différentes prolongations. Alors, fin octobre signifiait pour moi 20 ans à la ville. Wow, c'était quelque chose dans ma tête. Et quand j'avais demandé de pouvoir prolonger jusque-là, c'était aussi dans le but de 20 ans. Pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et forcément, il s'est dit, ouais, si j'y dis non jusqu'à fin octobre, puis que je maintiens septembre, il ne va pas rester. Et il n'avait pas tort, je ne serais pas resté. Alors on a fait fin octobre. Puis finalement, ce n'est pas tombé si mal que ça, puisque la nouvelle chancelière a commencé début octobre. Donc ça a permis encore de faire une certaine passation de certains dossiers. Cette année 2008, pour pas y retourner, mais ça a aussi été un voyage mémorable en Bulgarie, mais là pas en avion. C'était avec Alain Sermet, en camion à ordures. On allait amener 2 camions poubelles dans la ville de Sevlievo en remplacement de celles qu'ils avaient. Je ne vous dis pas 4 jours de voyage. Je suis arrivé là-bas, je vous dis que j'étais comme ça. Le conducteur, lui, il a un siège à chaque bosse qui fait comme ça. Mais quand on est à côté, c'est dur, c'est droit, c'est à l'équerre. Alors à chaque bosse, c'était comme ça. On aurait pu prendre l'autoroute puis traverser toute la Serbie, mais les Bulgares ne voulaient absolument pas passer par la Serbie. Alors ça veut dire qu'on a fait toute la Roumanie. Puis en Roumanie, il n'y a pas d'autoroute. Donc c'était tout le long. Bref. Mais on est arrivé là-bas, je dois dire que c'était assez fou. Carrière professionnelle, on est quand même arrivé à fin octobre 2009. Donc là, j'ai pu prendre ma retraite. Maintenant, Bienne, pour moi, c'était pas seulement la chancellerie, parce que quand on est à Bienne et puis qu'on aime cette ville, on s'engage aussi éventuellement dans d'autres choses. Ça a été pour moi, en 1993, j'ai adhéré à la guilde du carnaval. Le carnaval. Eh oui, c'est quand même quelque chose, c'est une institution ici à Bienne. Mais si on me demande pourquoi est-ce que j'ai adhéré, finalement, ce n'était pas à cause du carnaval, mais c'est quand j'ai entendu que la guilde du carnaval, c'est elle qui allait dans les hôpitaux, c'est elle qui allait donc apporter les petits sachets comme ça. Moi, ça m'a touché et je me suis dit, pour ça, je fais volontiers. Indépendamment du fait que
J'ai un amour particulier pour les musiques, les clics de carnaval. J'adore. Ça me donne de l'entrain, ça me dynamise quand ça joue. Et paradoxalement, même en étant amoureux de beaucoup d'autres musiques, même classiques, donc tout différent de ça. Mais enfin, j'aime bien. Dans cette chancellerie, finalement, aussi, pendant ces 20 années, il y a eu des évolutions terribles à tous les niveaux. Je vous ai dit, il y avait au niveau informatique, bureau électoral. Avant, c'était toujours les convocations d'après les numéros AVS. On en envoyait 100, 150 en espérant qu'on en ait au moins 30 qui viennent. C'était toujours comme ça. J'ai toujours été surpris de voir à quel point il y avait des fêtes de famille. Mais je me dis qu'elles tombaient toujours en même temps. Hein. C'est pas possible, hein, mais c'était comme ça. J'ai fait la refonte complète de la poste interne aussi. J'ai participé à la renaissance du journal du personnel qui s'appelait Horizon, qui depuis malheureusement a déjà été enterré. Voilà, mais c'est comme ça. Tout en s'engageant encore, j'ai aussi une passion particulière pour la musique des jeunes de Bienne, où là j'ai aussi officié pendant 4 années comme président. C'était des années assez difficiles puisque c'était la transition avec le départ de Jean-Claude Clénin et où la société commençait à péricliter et où j'ai essayé, avec toute l'équipe de jeunes qui sont là-dedans, qui sont dynamiques, qui veulent, on a remonté cette musique des jeunes qui aujourd'hui fleurit de manière extraordinaire. Accessoirement, toujours dans le cadre de ma fonction quand même, j'ai été très, très, très actif au niveau de la formation des apprentis, de la branche administration publique et de la préparation aux examens de tous les apprentis de la ville. J'ai fonctionné aussi comme expert au niveau cantonal, j'étais à la commission cantonale de l'administration publique justement, et là aussi, concernant les apprentissages dans les villes, on a fait une réforme complète de la formation au niveau interne où les apprentis circulent, ne restent pas à une place statique et ne font qu'une chose et ne connaissent pas les autres liens avec la ville. Pour moi, ça a été aussi le travail que j'ai fait avec amour, je dois dire. Si je n'avais pas aimé ce travail, je pense que je serais parti à la retraite quand même. Mais j'ai eu un plaisir fou. Ce plaisir, c'était la chance aussi d'avoir pu côtoyer tellement de personnes. J'en vois dans la salle des gens qui ont été au conseil municipal, des gens qui ont été au conseil de ville, et des gens qui étaient au bureau électoral, des personnes intéressantes à tout point de vue. J'ai appris beaucoup, j'ai appris vraiment beaucoup avec tout le monde. J'ai essayé, quant à moi, d'être égal avec tout le monde, de servir tout le monde de la même manière, politiquement, de gauche, de droite, c'est égal. Pour moi, ça n'a jamais été un critère. Avant tout, pour moi, il y avait l'humain, la personne. À mon avis, c'est essentiel. Voilà. On m'avait dit que j'avais 90 minutes, mais oui, j'arrive quand même déjà au bout. J'aurais pas cru, hein, mais ça va. Le temps passe vite. Hein. Voilà. En conclusion, je voudrais quand même réitérer mes remerciements au comité des Amis du musée, nouveau musée, bien, pardon. Remercier, vous qui avez dû subir maintenant, vous avez dû m'écouter aussi longtemps. Quand même, j'aurais pas cru 45 minutes, vous voyez, déjà. Remercier la ville de Bienne, finalement, je l'avais déjà fait officiellement au conseil de ville, mais pour la confiance qui m'a été témoignée, parce que ça a commencé quand j'ai été engagé, quand on m'a nommé vice-chancelier, et c'est pas peu dire comme empreinte que je vais laisser quand même, mais qui m'a touché aussi, c'est le fait que quand on m'a demandé la dernière prolongation, ça a été le fait qu'on était, bon, je ne vais pas dire obligé, non, mais enfin,
quand on m'a nommé chancelier, que le conseil municipal m'a nommé chancelier pour finir la période où il n'y avait personne. Mes vœux pour Bienne, les meilleurs bien entendu. J'estime Bienne, c'est une ville extraordinaire, à dimension humaine, une ville de la tolérance, multiculturelle, certainement due aussi à son bilinguisme, qui lui confère un esprit d'ouverture particulier. Ville de la culture, même si celle-ci est souvent remise en question lors des délibérations sur le budget en période de situation financière difficile. Des vœux, je pourrais encore en formuler beaucoup. Vous avez pu comprendre maintenant les empreintes biennoises que la ville m'a laissées, les traces que moi je vais laisser dans les archives, parce que quand on verra plus tard, on retrouvera mon nom, on va les retrouver souvent, et pour des situations un peu particulières qui n'arrivent certainement pas tous les 10 ou 20 ans. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté, puis j'espère que je suis ouvert à toutes questions. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y réponds. Merci beaucoup.